Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Tout d'abord, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ce format au programme du jour, l'analyse technique du CAC 40, le suivi des swings haussiers que l'on pouvait engager et du swing baissier que l'on pouvait engager. Et puis, on mettra à l'épreuve le scénario de la seconde jambe de baisse que tout le monde attend. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors voilà où nous en sommes sur la séance d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il s'agit bien d'une hausse. On a passé à la séance plutôt dans le rouge avec moins 3% en compteur avant d'assister à un rattrapage de dernière minute. Il ne faut pas véritablement chercher de bonnes nouvelles. Il est vrai que les autorités monétaires et budgétaires rivalisent d'imagination pour empêcher que la crise sanitaire se transforme en crise économique majeure. Mais globalement, on n'a pas de grandes nouvelles qui aient modifié la donne. Il faut voir surtout une rémission pour l'instant et sans doute le fait que les marchés anticipent l'aplatissement de la courbe, le fameux aplatissement de la courbe en Europe avec de plus en plus de décès en Italie malheureusement, mais également de moins en moins de nouvelles contaminations. Alors, la séance du jour, comme on l'a dit, est une séance de hausse. Elle n'est pas anodine parce qu'elle nous permet d'envisager la formation d'une figure d'élargissement ou encore biseau d'élargissement. J'en parle avec la façon de le trader, les différents biseaux d'élargissement dans le pack tout Trado. Néanmoins, sachez pour faire rapidement que cette figure se casse plus souvent par le bas que par le haut. Car maintenant, attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut envisager une cassure par le haut, on peut envisager une cassure par le bas, mais on peut également envisager une latéralisation. Mais il est vrai que ce genre de figure se termine plus généralement et beaucoup plus souvent par une cassure de l'oblique baissière que inférieure que de l'oblique supérieure. Je vous invite à backtester ça. Nous avons également la possibilité d'envisager que cette cassure se fasse, mais pas nécessairement tout de suite. On peut envisager d'avoir éventuellement une nouvelle attaque haussière avant d'avoir une attaque baissière. En tout cas, ceux qui envisagent de trader cette figure peuvent envisager effectivement de faire un swing baissier. Je répète que tous les brokers ne permettent pas d'utiliser des produits spéculatifs à la baisse, ça dépend vraiment visiblement du broker, du courtier, mais ceux qui envisageraient éventuellement de swinger à la baisse devront normalement, c'est une façon de faire, mettre un stop au-dessus des précédents plus hauts de la figure, par exemple à 7-8%, et de viser un retour sur le support, enfin au moins quelque chose supérieur à ce qu'on risque, à savoir 7,4%, donc on va dire un retour sur le support journalier. Il y a un bon ratio gain-risque de plus de 1,3 pour 1, donc c'est pas mal. Maintenant, il y a d'autres façons de faire, notamment attendre que l'on casse l'oblique descendante, on y reviendra le cas échéant. Il ne faudra pas non plus oublier qu'on est face à une résistance journalière, ici les 4550, 4595, qui a déjà bloqué les cours il y a 3 séances et qui se conjugue avec le gap résiduel de cette période où il n'y avait pas de cotation entre les plus bas du 11 et le plus haut du 12. On a grignoté une partie du gap, mais il reste encore un gap résiduel. Alors maintenant, on le sait, il y avait la possibilité de lancer un swing haussier sur la figure, le setup en 1, 2, 3. On en a parlé, je ne vais pas revenir. Maintenant, je m'adresse essentiellement à ceux qui ont suivi cette configuration. On peut, si on ne veut pas sortir sur objectif, mettre un stop loss. Alors l'idée du stop loss, c'est de le mettre en dessous du précédent creux chaque fois qu'on inscrit un nouveau sommet. Donc en fait, si on est rentré ici, on a déjà expliqué ça la semaine dernière, à partir du moment où on inscrivait un plus haut, on pouvait mettre le stop loss en dessous du précédent plus bas. Donc l'idée c'est quoi? C'est que pour l'instant, si vous appliquez cette technique, eh bien votre stop loss il est là parce que c'est ce qu'il y a de plus bas entre deux sommets. Voici les deux sommets, sommet 1, sommet 2, le plus bas il est là. Alors ça veut dire que vous pourrez éventuellement mettre votre stop loss, je l'ai dit ici. Maintenant, si on devait inscrire un nouveau sommet, par exemple dépasser le plus haut de 4548 ici, automatiquement, ça voudrait dire qu'il y aura un glissement de votre stop loss
de 3866 au nouveau creux entre deux sommets. Le nouveau creux entre deux sommets, si on inscrit un nouveau sommet ici, il basculerait ici. Donc pour l'instant, ceux qui adoptent une stratégie de stop loss glissant en dessous des précédents creux, vous ne pouvez pas véritablement encore le bouger. Votre stop loss, il doit rester là puisqu'il n'y a pas de nouveau sommet qui a été inscrit depuis que le creux a été inscrit. Je répète, il faudra attendre que le creux, faudra attendre que le nouveau sommet bouge, qu'il y ait un nouveau sommet pour faire baisser du creux numéro 1, on va dire, au creux numéro 2. Donc pour l'instant, on ne peut pas bouger. Je ne sais pas si c'est très clair, si vous êtes débutant, mais il va falloir vous accrocher. Il y aura beaucoup de choses comme ça et de plus en plus. Alors ensuite, nous avons toujours les chandeliers japonais qui sont intéressants. On a un beau chandelier ici. Alors, on avait un signal baissier qui était le harami baissier. Ce harami baissier, bougie verte, bougie rouge, invité à penser qu'on n'avait pas fait les plus bas. Alors effectivement, on n'a pas fait les plus bas. On est allé chercher même à moins 3% en cours de séance. Mais bien pour les haussiers, on clôture beaucoup mieux qu'on a ouvert. Et on termine surtout beaucoup plus haut que les plus bas du jour et sur une bougie avec une très longue mèche basse. Ok, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est un signal haussier en tant que tel. Ceux qui traitent les chandeliers japonais le savent bien. On peut envisager d'acheter en mettant un stop loss en dessous du plus bas de la bougie. Ça nous donne un stop loss à 4,5, alors on va dire 5%. 4,6, allez. Et pour que le jeu en vaille la chandelle, attention, il faut au moins 4,6%. C'est là que ça coince un petit peu parce que ça nous amène au contact de la résistance, là où il y a des forces vendeuses qui risquent de se matérialiser. Peut-être qu'il vaudrait mieux attendre une petite consolidation mardi avant d'acheter pour faire baisser le ratio gain-risque, par exemple ainsi. Ok, ce qui nous permettrait d'avoir un ratio gain-risque qui nous empêche de provoquer la résistance journalière. Voilà pour les trades haussiers et baissiers qu'on pourrait engager. Enfin, il y en a tellement, tout est logique à partir du moment où vous respectez la méthode. Tout est expliqué dans le Path to Trade si vous voulez en savoir davantage. Nous avons également les éléments de technique. Donc voilà la moyenne mobile à 7, à 20 et les bandes de Bollinger. Comme vous pouvez le voir, on a bien rebondi sur la moyenne mobile à 7 jours. Son orientation haussière en transformer cette M7 en support dynamique. Elle a bien joué son rôle. Une nouvelle confrontation avec la M20 est sans doute dans les tuyaux pour demain. Il faudra suivre de très près le balai M7 M20. Je vous rappelle que la meilleure configuration, ce serait de croiser la M20 avec la M7, mais ça serait simplement un croisement haussier faible. On ne va pas bouder notre plaisir si ça se produit. Il faut impérativement que la M7 croise la M20 à la hausse, ça sera le début. Les bandes de Bollinger sont en contraction. Vous voyez, la M7, la Bollinger supérieure descend, la Bollinger inférieure monte. Ça veut dire que la volatilité se réduit. Pas grand chose à tirer de ça, si ce n'est qu'on n'a pas de parallèle baissière. Et j'aimerais vous emmener du côté, on fera après le coup de la deuxième jambe de hausse ou de baisse. On va d'abord finir avec les éléments techniques. Comme vous pouvez le voir, c'est un grand plaisir que d'assister au fait que les indicateurs techniques lents sont devenus haussiers. Alors, on avait déjà signalé que le signal haussier avait été donné le 19 mars par le CCI, puis il avait été donné par le stochastique, et puis il avait été donné par le MACD0, et là, le MACD avait emboîté le pas. Maintenant, le momentum est au-dessus de 0. Donc tout ça, c'est bien. Il n'y a plus que le RSI à faire passer au-dessus de 50, mais on est clairement maintenant dans le domaine de la tendance positive au regard des indicateurs techniques. À noter également que les volumes baissent. Pendant toute la hausse, les volumes ont baissé. Ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement d'intérêt majeur pour la hausse. On y va vraiment avec des pincettes. Il n'y a pas d'engouement dans ce rebond technique. Donc attention, ne soyez pas les dindons de la farce, les farces, les pigeons de l'affaire. Il n'y a pas de volume. Il faut toujours se méfier quand un mouvement a lieu sans volume. Et regardez maintenant évidemment l'Ichimoku. Et l'Ichimoku est toujours baissier. Vous le voyez au fait que le nuage, eh bien, il est toujours descendant
et au fait que la Kijun est descendante. Néanmoins, la hausse pourrait se perpétuer jusqu'à la Kijun. Les traders Ichimoku sont planqués sur la Kijun et ils attendent un signe, un aveu de faiblesse avec un chandelier japonais baissier pour shooter le CAC 40. Ça me semble absolument évident, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre dès le contact avec la Kijun. Il est ni dit qu'on va y aller, ni dit qu'on va échouer dessus. Mais s'il y a un signal baissier de type bougiste sur la Kijun, ça risque de déclencher des comportements moutonniers du côté des traders Ichimoku. Maintenant, j'aimerais vous emmener du côté de la jambe de baisse qu'on attend tous, hein. On va voir ce qui se passe. Alors, quand on fait de l'analyse technique et du trading, il faut impérativement backtester. Ça veut dire qu'il faut impérativement regarder ce qui s'est passé préalablement pour voir si on peut trouver une espérance, une récurrence statistique. Le problème, c'est que j'ai adopté, pour essayer de voir ce qui se passait, des règles qui limitent nécessairement le backtest. Je voulais que la baisse soit d'au moins 20%, puisque c'est ce qu'on assiste ici, au moins 20%, et avec une seule jambe de baisse, pour voir si on peut effectivement s'attendre à une hausse avant un nouvel accès de faiblesse, ou alors si on peut envisager que la consolidation soit terminée. Et j'insiste, le problème c'est que là dans ce backtest, j'ai regardé ce qui s'est passé pour des baisses d'au moins 20% avec une seule jambe de baisse, hein. Mais je vous invite à peaufiner ça si vous voulez pour adapter à votre propre test, hein. Donc voilà ce qui s'est passé. J'ai pas repéré beaucoup d'occurrences et c'est assez contre-intuitif en fait. Mais voyez, regardez cet exemple-là. J'ai trouvé que deux exemples récents en fait, hein. Là, on a perdu 20% sur une jambe de baisse. Ok, une seule jambe de baisse, moins 20%. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, regardez, on est reparti, il n'y a pas eu de deuxième jambe de baisse. Là, pareil, c'était en 1998, on a perdu 20% et il n'y a pas eu de deuxième jambe de baisse. C'est très intéressant parce que tous ceux qui attendent la deuxième jambe de baisse pour être rassurés, comme moi, eh bien, ça relativise. Alors, il y a plein de choses à prendre en considération, mais soit on fait du backtest, soit on n'en fait pas. Mais les deux dernières occurrences, on a eu deux grosses jambes de baisse de 20% au moins, avec une seule jambe sans consolidation intermédiaire, et bien il n'y a pas eu de deuxième jambe de baisse. Je vous montre un contre-exemple. Vous voyez ici, ça a beaucoup baissé, c'était en 2001, enfin la période de craquement de la bulle Internet. Il y a eu une jambe de baisse, rémission, deuxième jambe de baisse, mais la première jambe de baisse, elle était assez limitée. La première jambe de baisse n'était que de 16%. Donc ça ne rentre pas dans le cadre de ce que j'ai dit. Parce que notre première jambe de baisse depuis un mois est quand même très particulière avec sa baisse de 40%. Là, pareil, il y a eu deux jambes de baisse, mais la première jambe de baisse n'a fait que 14%. Ok, donc on sort du cadre de mon backtest. Bon, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire, mais en tout cas, avant d'affirmer quelque chose et d'attendre quelque chose et d'exiger quelque chose, vérifiez que ça a une légitimité dans votre backtest. Et force est de constater que même si moi j'attends désespérément une deuxième jambe de baisse, il faut remarquer que sur les deux précédentes occurrences de baisse avec plus de 20% en une jambe de baisse, il n'y a pas eu de deuxième jambe de baisse. Voilà, je vous laisse vous endormir sur ça et j'espère que vous comprenez l'essence de l'analyse technique et du trading à travers ces exemples. Merci d'être encore une fois de plus en plus nombreux à assister à ce format. Je vous dis à demain pour la mise à jour.